Bonjour à tous, c'est un vrai bonheur d'être ici. J'espère que ma voix va arriver à tenir. Le problème, c'est quand on répète beaucoup de fois la même chose, au bout d'un moment, il y a le corps qui lâche. Et j'ai réalisé quelque chose ce matin dans le métro. Hier, j'ai présenté sur la décroissance, et j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu ce matin à peu près 12 milliards de notifications. Je me suis dit, c'est bizarre. Et donc, je suis allé voir. Et j'ai vu, alors c'était en anglais, hein, principalement international, un clown du changement climatique. Marxist buffoon. Indeed, go back to poverty. Don't spit on the ladder that got you there. Fucking build something. Absurdité absolue. Utter nonsense. Et si tu allais en Corée du Nord? Tu veux abolir le capitalisme? Cela veut dire que tu veux être un esclave? Point d'interrogation. Jeune et naïf. Et mon préféré, get a job. Alors, c'est génial parce que ça permet vraiment d'introduire ce dont on va discuter aujourd'hui. La décroissance est un sujet très controversé et je suis venu avec une photo pour vous montrer ça. Ça fait depuis longtemps que je garde mon œil rivé sur les critiques des spectateurs de ce débat. Et comme vous pouvez le voir, ça fait déjà depuis longtemps que la décroissance fait face à des réponses intenses. Et donc, dans les quelques minutes que j'ai ici, je voulais en débunker quelques-unes. Et donc j'en ai choisi des croustillantes. La décroissance serait inutile, appauvrissante, anti-entreprise, anti-innovation, contre-nature, repoussoir. J'en avais identifié 36 dans ma thèse, dans le chapitre le plus long, le chapitre 7, où j'avais récolté des pages et des pages d'insultes contre la décroissance. Mais les controverses ici, c'est pas le but de faire le service après-vente de la décroissance. C'est pas ça. Le but justement, c'est un concept controversé, c'est un concept qui permet d'avoir une discussion dynamique, de mettre en contact des gens qui n'avaient peut-être pas discuté avant. Et les concepts, ça sert pas à faire joli. Les concepts, ça sert justement à dynamiser des conversations, à nous faire discuter de choses dont on n'avait pas discuté avant. Donc moi, en tant que scientifique, quand je vois un concept controversé, je me dis chouette, là il y a du potentiel. Donc aujourd'hui, ce matin, on va discuter de la controverse, la décroissance. Et on va commencer vraiment avec le talon d'Achille, soi-disant, de la décroissance. Là, le seul argument qui permettrait de faire tomber tout l'édifice, la décroissance serait inutile, car nous pouvons verdir la croissance. Alors, moi, mes collègues économistes, ils viennent souvent me voir et me disent « Timothée, en fait, il faut que tu nous démontres mathématiquement que la décroissance va permettre de faire baisser les pressions sur l'environnement. » Et moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Parce que la décroissance, en fait, c'est un petit peu une approche préventive de dire, bon, aujourd'hui, avec les technologies disponibles, on n'arrive pas à faire baisser les pressions sur l'environnement, on n'arrive pas à les faire baisser assez vite, et donc on va faire de la sobriété en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre l'avion à hydrogène, en attendant, on va faire voler moins d'avions. Tu prends un avion, tu le fais pas voler, les émissions, enfin le lien est assez direct. Et là, eux, ils te disent, non, il faut le démontrer mathématiquement, alors qu'eux, ils sont assis du côté où ils ont à démontrer que tu peux faire voler plus d'avions, exponentiellement tous les ans, et que ça va faire baisser les émissions. Et ils sont tranquilles. Donc là, la charge de la preuve, je trouve, elle n'est pas du bon côté. Et ensuite, ça c'était avant le confinement. Il y a eu le confinement, et le confinement, c'était la première baisse significative des émissions de gaz à effet de serre. Et là, bien sûr, tout le monde s'est jeté sur l'occasion pour nous dire « Ah oui, mais oui, le confinement, c'était horrible, vous voulez pas être confiné pendant 30 ans ?» Et bien sûr, ils ont raison, le confinement, c'était l'amputation, ça s'est fait un petit peu à l'arrache, mais ça a démontré quand même deux choses. Ça a démontré que
quand on fait rouler moins de voitures, quand on fait voler moins d'avions, quand on déplace moins de trucs, et ben les émissions de gaz à effet de serre, elles baissent. Pas dans 1 an, pas dans 5 ans, pas ci, pas ça. Maintenant, tout de suite. Et ça a montré aussi que l'économie, ça c'est important, elle est beaucoup plus plastique qu'on ne le pense. Vous savez, on débat toujours de est-ce qu'on a le temps de changer le capitalisme. C'est marrant, pendant le confinement, on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser ça? Ça va prendre des années. Voilà. Je veux dire, en des mois, on se déplaçait dans la rue en portant des masques. Au Pays Basque où j'étais à l'époque, on a rendu illégal le surf. C'était la première fois dans l'histoire de la France. Je me suis fait sortir de l'eau par une frégate de l'armée. Parce que le surf a été déclaré illégal. Donc si on peut faire ça, je pense que ça montre une certaine flexibilité des institutions humaines. Et là, je vais finir sur ce truc de l'inutile avec, et je vais l'appeler décroissance verte, la histoire vraiment de montrer que la croissance verte et la décroissance n'est pas forcément deux sœurs ennemies. En fait, réduire la production, ça ne veut pas dire arrêter de la verdir. Plus on arrive à réduire la production et la consommation, plus ça sera facile de la verdir. Plus ça sera facile de découpler. C'est simple, c'est l'approche du GIEC, éviter, substituer, améliorer. Tout ce qu'on arrive à éviter, faire voler moins d'avions, on peut le faire à travers la sobriété, trop bien, on n'a plus à s'inquiéter. Tout ce qu'on peut substituer, au lieu de prendre des avions, on prend des trains, au lieu de prendre des voitures individuelles, on prend des voitures partagées, au lieu de prendre des voitures partagées, on prend des vélos, on le fait. Et ensuite, ça nous laisse toute notre force de créativité, on l'applique sur l'amélioration des voitures, des avions qui restent. Donc là, on peut voir aussi que la décroissance, c'est pas forcément un versus, c'est plus une approche préventive avant. On fait le plus de décroissance possible et après, ça facilite le reste. Bon, allez, on passe à appauvrissante avec une citation d'un économiste assez connu. On va voir si vous allez deviner. Si vous avez... Un économiste. C'est filmé ce truc? Merde. Si vous avez de la décroissance, vous aurez moins de richesse et vous aurez plus de pauvres. Bruno Le Maire. Vous pouvez vous le faire imprimer sur un t-shirt ou sur un mug. Ça fait assez fureur au petit-déj. Alors là, il y a aussi un grand malentendu sur non seulement ce qu'est la croissance économique. La croissance économique n'est pas un indicateur de richesse, c'est un indicateur de flux, c'est pas un indicateur de stock. Et aussi ce qu'est la décroissance. Alors déjà, la décroissance, depuis que le concept existe, c'est une décroissance sélective. Ça ne sert à rien de demander à quelqu'un qui a déjà du mal à se nourrir de manger moins. Donc aujourd'hui, la décroissance, elle va être proportionnelle régionalement dans les pays déjà riches et même à l'intérieur de ces pays, en classe de consommateurs, régionalement. Bien sûr, il faut aller chercher les pressions là où elles sont et aujourd'hui, elles sont corrélées avec la richesse et les revenus. Ensuite, la décroissance en 2002, elle émerge précisément comme une stratégie de réduction de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on se rend compte, dans une approche de développement durable, qu'on ne va pas pouvoir à la fois éradiquer la pauvreté dans les pays du Sud, ce qui va demander énormément d'utilisation d'énergie et de matériaux, et continuer à faire croître les pays du Nord. D'où l'idée de, si vous voulez un développement durable dans les pays du Sud, il va nous falloir une décroissance conviviale si possible dans les pays du Nord. Donc là on peut voir, c'est pas vraiment appauvrissante, c'est presque plus le contraire. Et quand on regarde, moi c'est ça cette controverse, de se dire, si aujourd'hui la croissance économique n'augmente pas la qualité de vie, pensez aux bullshit jobs, pensez à des secteurs qui tournent en rond comme les agents immobiliers, la publicité, les marchés financiers, le secteur bancaire. Si ces secteurs, même s'ils créent de la richesse financière, ne créent pas une véritable richesse anthropologique en termes de satisfaction des besoins, si vous venez faire décroître cette chose-là, vous n'êtes pas appauvri. Au pire, vous avez juste libéré du temps. On n'a plus besoin de gâcher du temps à faire des pubs pour les frites. On a libéré des neurones disponibles, on a libéré des bâtiments, on a libéré des infrastructures, on a libéré de l'énergie et des matériaux. Donc là aussi, il faut se rendre compte que cet enrichissement, ça peut être un enrichissement social. Donc imaginez, une économie qui se contracte, c'est une économie où on peut se permettre de passer moins d'heures en emploi. C'est donc une économie où on libère des heures de travail disponibles pour faire d'autres choses, d'autres activités. Des activités qui sont sûrement beaucoup plus corrélées à la qualité de vie. Une démocratie dynamique, avec des citoyens et des citoyennes qui peuvent prendre le temps, dès qu'il y a des élections, de débattre pendant des semaines, parce qu'on n'a pas besoin d'aller au travail.
des écosystèmes en pleine santé, parce qu'on peut prendre le temps de travailler sur la régénération écologique, un milieu associatif resplendissant, parce qu'on peut prendre le temps de faire du volontariat, du bénévolat, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire si vous avez un boulot à temps plein. Donc là, on voit aussi que la réduction du PIB, ce n'est pas forcément un appauvrissement dans ce double sens. C'est-à-dire que ça ne nous appauvrit pas si justement cette croissance n'est pas un enrichissement, et ça peut même nous enrichir, c'est-à-dire amener vers le mieux vivre, si ça libère des ressources disponibles pour faire d'autres choses. Et là, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet argument que je répète à tue-tête, mais l'économie, c'est pas magique. C'est-à-dire, à l'échelle individuelle, vous avez 24 heures dans votre journée. Ça, c'est les mêmes 24 heures. Vous passez 1 heure à faire ça, c'est 1 heure que vous ne passerez pas à faire un autre truc. C'est pas parce qu'on est plusieurs millions à l'échelle d'un pays que cette contrainte disparaît magiquement. Ça, c'est juste dans les modèles des économistes. Dans la réalité, il y a toujours cet arbitrage. Donc, si vous voulez avoir énormément plus de publicité, ça va mobiliser des heures. Non seulement des heures, mais de l'énergie, des matériaux. Donc, c'est un arbitrage. Anti-entreprise. Celle-là, elle va être importante, on va la discuter. J'ai trouvé cette citation du président de Michelin, Florent Ménégeau. Demander à un patron s'il est favorable à la croissance, c'est comme demander à un agriculteur ou un jardinier s'il veut que ses plantes poussent. Moi, j'adore les analogies biophysiques, alors bien sûr, je me suis régalé. Alors, anthropologiquement, une entreprise, c'est un groupe d'humains qui va se regrouper autour d'une mission commune. Donc là, dans ce sens-là, je ne vois pas en quoi on pourrait supprimer l'entreprise comme institution humaine. Le problème du point de vue de la décroissance, c'est-à-dire du point de vue de l'économie écologique, où on fait très attention à ces dynamiques de croissance qui peuvent exacerber des crises écologiques, ce n'est pas l'entreprise, c'est la lucrativité. Et c'est même pas, j'irai plus précis, c'est pas la lucrativité, c'est la poursuite de la lucrativité en priorité. Donc, on pourrait dire que la décroissance, elle n'est pas anti-entreprise, elle est anti-lucrativité et elle critique une certaine culture de l'entreprise qui va être obsédée des profits et va souvent sacrifier la convivialité sociale, la soutenabilité écologique pour les profits. Et si on en admet aussi que la décroissance est une stratégie pour aller vers une économie de bien-être, décroissance, c'est macroéconomique. Donc moi, souvent, des entrepreneurs me contactent, ils font « Oui, moi, je fais ça, j'ai cette coopérative. » On doit croître. Je dis « Mais voilà, de la même manière que quand vous avez de la croissance économique pendant une période, vous avez des entreprises qui font faillite, vous avez des secteurs qui disparaissent. Mais c'est contrebalancé par plus de croissance ailleurs. La décroissance, c'est pareil. On va avoir énormément de choses qui vont s'étendre. Les services publics, imaginez les pistes cyclables, le chantier, énorme, pour qu'on passe tous de voitures en vélo. Et bien sûr qu'il va falloir les produire, les vélos. Donc le secteur des vélos, il va croître. Ce n'est pas une course à la profitabilité. Non, c'est une course à la suffisance. On n'a pas de vélo, il faut des vélos, on produit les vélos. Et on fait en sorte qu'ils soient le plus accessibles possible. Mais cette croissance va être plus que compensée par la décroissance d'autres secteurs. Pourquoi ? Parce que pour produire des vélos, il faut du temps de travail, de l'énergie, des matériaux. Aujourd'hui, on est en dépassement. On est déjà en déficit écologique. Donc, on ne peut pas racler les fonds de tiroir. Donc, il va falloir faire moins de trucs d'un côté pour pouvoir se permettre de faire plus de trucs de l'autre. Aujourd'hui, on est tellement en dépassement écologique dans un pays comme la France que le moins de trucs qu'on va faire va devoir être supérieur au plus de trucs qu'on va faire. Sinon, il n'y a pas de souci, on continue. Mais sinon, on continue d'être en déficit écologique. Alors, j'en profite. Qu'est-ce que je fais? Là, j'aurais pas le temps de toutes les faire. Allez, contre nature. Celle-là, elle est géniale parce que le Premier ministre belge, cette semaine, nous a régalé avec un grand moment de philosophie où il a dit « Je ne vais pas faire l'accent belge. Je ne sais pas si vous vous y attendez, je ne le ferai pas. La décroissance est complètement contraire à la nature humaine. » Alors moi, bien sûr, ça m'a fait réfléchir parce que j'ai fait un petit peu de sciences sociales. Je me suis dit « Waouh, Alexander de Croo, là, peut-être qu'il a trouvé un truc. » Mais en tant qu'économiste, moi, un truc que j'ai appris quand j'ai commencé à écrire ma thèse, déjà, c'est que la croissance comme phénomène physique, elle a commencé au début de la révolution industrielle. Donc déjà, c'est assez récent dans l'histoire des communautés humaines. Le PIB, il a 100 ans seulement. Il a été internationalisé dans les années 50.
C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie de la croissance, ça n'a commencé que dans les années 60. Donc je me dis, c'est quand même assez récent pour un truc qui fait partie de la nature humaine. C'est comme si on disait, oui, non, mais Twitter, ça fait vraiment partie de la nature humaine. Non, bon, quand même. Et là, je ne veux pas m'improviser philosophe, parce que c'est pas ma discipline. Mais quand même, en tant qu'économiste écologique, on fait beaucoup de biomimétisme. C'est-à-dire qu'on regarde ce que fait la nature parce qu'on doit forcément s'y insérer. On doit avoir une économie qui est encastrée dans les lois de la biologie et les lois de la physique. Sinon, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et rien dans la nature ne croît pour toujours. Enfin, on en fait tous l'expérience. Au début, on prend des centimètres, machin, on arrive, tac, tac, tac. Au bout d'un moment, on s'arrête et la croissance devient dès lors qualitative. Mais cette croissance comme phénomène vers l'atteinte d'une taille maximale, la croissance qui a un début et une fin, en fait, ça caractérise tous les organismes sur Terre, sauf un. Voilà, il y a sûrement des biologistes pour me contredire. Les cellules cancéreuses qui, elles, démontrent la même capacité de l'exponentielle. De plus avoir de limite, mais même elles se retrouvent au bout d'un moment confrontées à la limite de leur hôte. Donc aujourd'hui, cette espèce, c'est contre nature. Avant même de parler de nature humaine, c'est contre nature. Et même, moi je veux bien admettre que l'être humain est animé par une transgression infinie, cet élan de vie, et peut-être le progrès dans la nature humaine, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à résoudre nos problèmes, ça je veux bien le croire. Mais qui nous dit que résoudre nos problèmes, ça veut toujours dire produire plus? Enfin, c'est ultra marrant, parce que quand vous regardez aujourd'hui le PIB, c'est l'augmentation des transactions monétaires. Par exemple, les transactions monétaires, c'est vendre énormément de pubs. Est-ce que c'est une forme de progrès d'avoir aujourd'hui, je ne sais pas, 2 fois plus de pubs dans le métro qu'on en a déjà? Je ne vois pas, mais là, on voit tout de suite que l'argument, il perd complètement de sa force, parce qu'on se rend compte que la croissance est un phénomène extrêmement abstrait, et que même dans un processus purement économique, on a un besoin satisfait, on doit aller vers un besoin satisfait, on se rendrait compte qu'il y aura un début et une fin. Et imaginez chaque activité que vous faites dans la vie de tous les jours. Faire à manger, se déplacer, et essayer d'appliquer la logique de la croissance exponentielle. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une logique de suffisance, c'est-à-dire de contentement, j'ai faim, je me fais à manger, j'ai fini de me faire à manger, je mange, je suis rassasié. Eh ben non, vous allez regarder ce que vous faites et vous allez tenter de maximiser le pourcentage, je ne sais pas, d'heures que vous passez à cuisiner ou de calories que vous arrivez à mettre dans votre assiette. Sur le long terme, ces logiques de l'exponentielle, ça fait toujours paraître absurde. Repoussoir. Alors le mot décroissance, ça c'est la préférée de ma mère. Et quand ma thèse a été financée par la Commission européenne, je sais que les gens ont du mal à le croire, et donc une fois par an, je vais prendre ma petite valise et j'allais à Bruxelles, à la Commission européenne, pour présenter les avancées de mes travaux. Et je m'en souviens, c'était la 2e année. J'arrive, je présente plusieurs centaines de pages, trucs un peu complexes, machin. Et là, les jurys, ils écoutent, ok. Et là, ils me disent un truc à la fin. Ils font cette phrase telle quelle. Ne pensez-vous pas que le mot décroissance est un peu rebutant? C'est ouf, t'as l'impression que t'es un ingénieur, t'as construit la station spatiale internationale, ça marche nickel, et là ils te font, mais la couleur des toilettes, bleu ciel, vous pensez pas que on aurait pu trouver un truc un peu plus foncé, ou je sais pas. Donc déjà, le mot, on s'en fout un peu. Enfin, moi, à partir du moment où vous me trouvez une économie encastrée dans la nature qui nous permet de réduire notre empreinte écologique totale, de faire baisser les inégalités, de satisfaire les besoins de tout le monde, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je pense que personne ne vous fera un procès. Mais aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, il y a une certaine force à avoir la décroissance comme mot. C'est ce que Paul Ariès, il appelait un mot obus. C'est ce que je disais, hein, une transition, ça implique nécessairement des désaccords. Si je vous demande, qui est pour une économie du bien-être dans la salle? Levez vos mains si vous êtes pour l'économie du bien-être. Bah oui, moi aussi, tout le monde. Bon, pareil, si je vous dis une économie des biens communs, même une économie écologique, une économie circulaire, enfin tous ces trucs-là, on est déjà d'accord. Ça sert à quoi de discuter si on est déjà d'accord?
Si je vous demande si vous êtes pour la décroissance, l'écosocialisme, le post-extractivisme, l'anticonsumérisme, le communisme décroissant, ça vient du Japon, là, tout de suite, on va avoir des désaccords. Ça veut dire que ces concepts, ils ont une puissance transformatrice. Et c'est parfait, parce que cette puissance transformatrice, aujourd'hui, on en a besoin. On est ici, cet événement, il existe, parce qu'on admet qu'il faut qu'on change le système. Et donc, on change le système, on se dote de mots obus, de mots douche froide, qui vont nous permettre justement d'avoir ces discussions. Ceci étant dit, la discussion commence.